ça demande une force inouïe de s'inventer, de se construire, de grandir, de faire des enfants, d'être en couple, en tout cas d'être en interaction avec le monde quand tout contribue à nier notre existence. Moi, c'est un combat de tous les jours. Et du coup, voilà, sortir de l'ombre, c'était une épreuve, mais c'est en même temps réparateur. Vous venez d'entendre Marie d'abord, puis Élodie. Les deux femmes, toutes les deux âgées de 40 ans, ne se connaissent pas. Marie vit à Bruxelles et Élodie à Paris. Elles ne se connaissent pas, mais elles partagent le même poids familial, celui d'être nées d'un adultère. Leurs histoires sont différentes, pourtant toutes les deux portent les stigmates d'une vie faite de secrets, de non-dits et de tabous. Des silences qu'on retrouve trop souvent dans de nombreuses familles. Sauf que cette fois, ces secrets, ces non-dits, ces tabous, ils ont été dévoilés au grand jour. Marie et Élodie vous racontent leurs histoires et leurs combats pour sortir de l'ombre. Un podcast de Charles Cohen et Riyad Maouche. Né d'un adultère, partie 1. Donc du coup, j'ai grandi donc avec ma mère. J'ai toujours su que mon père avait une autre famille, des autres enfants, que il n'était pas au courant que j'existais. Donc ça, on a dû me le dire toute petite. Et donc je l'ai toujours su. Je me rappelle pas du jour où on me l'a annoncé. Donc, mais voilà, comme je disais, on n'en parlait pas. Juste, je le savais, mais c'est tout. Et donc mon père, je le voyais de temps en temps. Je saurais pas trop dire la régularité. Je pense que quand j'étais petite, peut-être je le voyais peut-être une fois par mois ou une fois toutes les 2 semaines. Je sais pas, mais en tout cas, je le voyais assez souvent pour le connaître, enfin le reconnaître, savoir que c'était mon père. Je l'appelais papa. Il venait, il restait quelques heures, on jouait et il repartait. Mais voilà, en fait, je le connaissais pas vraiment, quoi. On se connaissait juste à travers ces moments de jeu. Il y avait un rapport un peu, c'était un peu étrange et je voyais bien que autour de moi, si j'avais des copains-copines qui avaient par exemple leurs parents séparés, je voyais bien que c'était pas pareil. Je voyais bien que ils allaient de temps en temps chez leur père. Moi, c'était pas le cas. Mais voilà, mais je voyais la différence, mais après, je réfléchissais pas plus dessus. Je savais pas grand-chose de lui. Je savais son prénom. Voilà. Au bout d'un moment, j'ai su quand même son nom de famille, qui n'est pas le même que le mien, du coup. Et voilà, je savais pas vraiment son métier. Je savais plus ou moins dans quel domaine il travaillait, mais c'est tout. C'était un peu abstrait. C'était flou et je savais combien il avait d'enfants. Et après, j'ai quand même posé des questions sur quel âge ils ont et comment ils s'appellent. Lui, il me disait pas grand-chose en fait. Des fois, ma mère me disait des choses sur ses enfants légitimes. En grandissant, des fois, j'étais au courant de ce qui devenait. Mais c'est tout. Et puis, je le savais à travers ma mère. Mon père, il n'en parlait pas. Par contre, je sais que des fois, mon père se trompait. Au lieu de dire mon prénom, il disait le prénom de sa fille cadette. Et en fait, c'est un peu bête, mais quand il faisait ça, moi, ça me faisait plaisir. Parce que du coup, je me disais... Voilà, c'est que du coup, ça veut dire qu'il me comparait un peu à ses autres enfants et que je devais... Même si je n'avais pas le même statut, j'étais contente qu'il fasse cette erreur. J'ai vécu dans une famille assez classique. Je suis la 3e d'une fratrie de 3, donc je suis la petite dernière. J'ai 2 grands frères qui sont assez âgés par rapport à moi, on va dire. J'ai grandi en province et donc avec des parents qui travaillaient tous les deux dans une jolie maison.
Rien, en tout cas, dans ce joli décor ne pouvait laisser supposer qu'il y avait des secrets, en tout cas. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à sentir vers l'âge de 8 ans que quelque chose n'était pas tout à fait normal, comme si on me taisait quelque chose, j'avais du mal à comprendre pourquoi j'en venais à me sentir si mal, alors qu'a priori, j'étais dans une famille, tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce qu'il y a de plus normal, sans drame apparent. Et jusqu'à donc l'âge de 8 ans, où j'ai commencé à développer des troubles obsessionnels compulsifs. Et puis j'ai développé de l'agoraphobie, de la spasmophilie, jusqu'à l'âge de 18 ans, où j'ai arrêté de manger. Donc je suis devenue anorexique pendant une dizaine d'années. En fait, du coup, quand je suis arrivée à l'adolescence, c'était une période compliquée. J'allais pas super bien. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse, d'attaques de panique, sans vraiment comprendre pourquoi. Et du coup, oui, je pense que tout ce que je refoulais sortait autrement, en fait. Et donc ça, c'était une période compliquée à gérer, effectivement. Mon corps réagit, je commence à avoir des troubles. Je commence à comprendre qu'il faut que j'ai une aide psychologique pour pouvoir me sentir mieux. Mais voilà, mais ça a été aussi un long chemin pour pouvoir arriver à parler du sujet dont je ne voulais pas parler. Et je pense aussi qu'il fallait que je tombe sur la bonne professionnelle. Au début, quand j'ai essayé de consulter, je pouvais passer une séance entière à dire 3 mots. Dès que je posais certaines questions à ma mère, je sentais son regard fuyant, je sentais des silences. Est-ce que c'est moi qui ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'ai pas été bonne élève à l'école? Est-ce que j'étais trop bruyante? Et donc ça a duré comme ça jusqu'à ce que je quitte la maison de mes parents à 17 ans. Et puis un jour, j'ai rencontré un homme avec qui j'ai décidé très rapidement de faire un enfant. Et quand je suis tombée enceinte et que le médecin nous a annoncé que ce serait une fille, j'ai complètement déraillé en fait. J'ai eu l'impression que tout ce que j'avais repoussé jusque-là, c'est-à-dire ce sentiment d'étrangeté, ce sentiment de ne pas être à ma place, de ne pas tout à fait appartenir à cette famille, étonnamment, tout à coup, c'était plus possible de continuer comme ça. Il fallait que quelque chose se passe. Alors, quelque chose, je ne savais pas ce que c'était, c'est bien le problème. Et mon compagnon de l'époque m'a orientée vers une thérapeute spécialisée dans la psychogénéalogie et qui m'a permis d'explorer mes liens familiaux d'une autre manière. Quand j'avais 24 ans, donc je devais partir à Barcelone pour voir une amie qui habitait là-bas. Et donc j'avais prévu, parce qu'à l'époque donc, je vivais à Lyon, et j'avais prévu d'y aller en bus de Lyon. Et donc à ce moment-là, ma mère me dit « Ah, mais faut demander à ton père, il va souvent en Espagne, il peut t'emmener. » Donc je dis « Bah ok ». Et du coup, alors c'est vrai que j'avais même pas conscience qu'en fait mon père il allait souvent en Espagne parce que ses parents étaient espagnols, donc du coup il était d'origine espagnole, mais ça je le savais pas. On m'avait jamais transmis son histoire familiale. Quand je disais que je le voyais juste pour jouer ou papoter, c'était vraiment ça, c'est-à-dire que je connaissais vraiment pas grand-chose de lui. Donc du coup, il m'emmène à Barcelone, je sais plus combien de temps c'était de voiture, mais plusieurs heures. Et donc on se retrouve tous les deux dans la voiture. Et pour la première fois, en fait, on se retrouve tous les deux. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, quand il venait me voir, il y avait toujours ma mère avec nous, on se voyait toujours tous les trois. Donc là, pour la première fois, on se retrouve tous les deux. C'était bizarre, on était mal à l'aise, on ne savait pas quoi se dire. Il y avait des longs moments de silence. Et je me souviens aussi qu'on s'est arrêté dans un restaurant. On était déjà arrivé en Espagne, on s'est arrêté dans un restaurant pour manger. Et là, en fait, je vois que mon père parle couramment l'espagnol.
Donc, du coup, bah oui, je sais même plus s'il m'explique que c'est parce qu'il... que c'est... Oui, il a dû m'expliquer que c'est parce que ses parents venaient d'Espagne et que lui, il retournait aussi régulièrement petit. Donc là, voilà, j'imprime ça dans ma tête, mais je me dis pas du tout que moi, j'ai des origines espagnoles. C'est lui qui a des origines espagnoles. Et en fait, du coup, plus tard, quand j'ai commencé ma thérapie, où j'ai vraiment creusé tous les sujets de fond en comble, au début, j'ai vraiment travaillé là-dessus, c'est-à-dire j'ai pris conscience que on m'avait coupé de ma lignée paternelle, alors que en fait, j'avais accès à mon père, mais il y avait rien de transmis. Et moi, à l'époque, je me rendais même pas compte que j'avais pas deux familles. Et donc du coup, donc ce trajet se passe, j'arrive à Barcelone, je passe mon séjour là-bas, je rentre du coup en bus. Et au moment de rentrer, au moment où je rentre chez ma mère, donc elle me demande si mon père m'a parlé. Donc là, je comprends que c'est ce qui t'a parlé de quelque chose dont il devait te parler. Donc je lui dis non, on a un peu parlé de choses et d'autres. Donc à ce moment-là, en fait, elle me dit que en fait, mon père aurait dû m'annoncer qu'il vient de perdre sa maman. Donc du coup, ma grand-mère. Et qu'en fait, elle était au courant de mon existence. Donc elle m'annonce ça. Donc je suis un peu sous le choc. Je dis ah bon et donc elle me dit mais bon voilà c'est trop tard, maintenant de toute façon elle est morte. Et donc puis on n'en a plus jamais reparlé. Et donc moi je me suis sentie triste parce que je me suis dit mince, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas cherché à me rencontrer, je me suis posé plein de questions mais que j'ai gardées pour moi et je n'y ai plus pensé. Et la psy, tout de suite, m'a dit... Donc, je suis arrivée en lui disant, je pense que je suis folle. Je lui ai raconté tout ce dont je souffrais depuis l'âge de 8 ans. Et la première libération, ça a été cette phrase. Elle m'a dit, si vous me le dites, c'est que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas folle et en fait, vous souffrez d'une anxiété massive. Et en fait, il va falloir qu'on comprenne pourquoi. Il y a forcément une raison. S'il n'y a pas de trauma apparent, il y a forcément des traumas cachés. Très rapidement, elle m'a dit, votre famille, en tout cas de ce que vous me racontez, semble être bercée de non-dits, comme dans toutes les familles, on ne va pas se mentir, mais chez vous, il y a quelque chose d'assez fort pour que votre corps l'exprime à votre place. Et sauf que la limite de la psy, c'est elle n'est pas devin, donc elle m'a dit, il va falloir aller parler aux gens de votre famille, à vos parents. Alors... c'est compliqué quand vous êtes dans une famille où on ne parle pas. Bon, je ne me voyais pas trop le faire et j'ai mis quelques mois avant de sauter le pas. Et ce qui m'a convaincue de travailler dessus, c'est que j'étais devenue maman, que j'avais une petite fille et que j'avais du mal à nouer un lien serein avec elle. C'est-à-dire que je ne comprenais pas ce que j'allais lui transmettre à ma fille. Si moi, j'y arrive pas, il faut que je le fasse au moins pour elle. Et c'est vraiment ce qui m'a décidé à un moment donné de parler à ma mère. De la confronter, en fait, parce qu'on avait une relation très distante. Disons que je la sentais très ambivalente à mon égard, disant à tout le monde qu'elle était très fière de moi, mais avec moi, ayant toujours... une espèce de distance glaciale. Et il y a une personne fondamentale dans mon histoire qui m'a aidée, c'est ma marraine, dont j'étais très très proche, qui était une amie de ma mère, et qui, mais ça je l'apprendrai bien plus tard, qui était au courant. Ouais, c'est la seule qui connaissait la vérité. Et donc elle m'a dit, il faut que tu parles avec ta mère, elle a la clé. Et pose-lui des questions, et n'aie peur de rien. Et donc c'est elle qui a organisé un déjeuner avec ma mère, pour qu'on parle et pour qu'on essaye de nouer un lien toutes les deux. Je pars de chez ma mère, je pars m'installer à Paris. Quand j'arrive à Paris, j'ai 25 ans. Donc là, je commence ma thérapie avec la psy que je vois toujours aujourd'hui et qui m'a beaucoup aidée à tout débroussailler.
À ce moment-là, je me dis pas « Ouh là là, tout ce que j'ai vécu, c'est difficile ». Je repense pas du tout à cette grand-mère que j'ai pas connue. Je l'ai complètement refoulée. C'était vraiment mon mode de fonctionnement. Je pense que c'était mon mécanisme de défense. À ce moment-là, je pense à il faut que mon état psychologique... j'allais mieux au niveau de mes crises d'angoisse, mes attaques de panique, ça allait un peu mieux, mais c'était pas ça. Et en fait, je me disais, le seul moyen pour moi de guérir, d'aller mieux, c'est de chercher la cause de tout ça. Quand je me suis installée à Paris, en fait, je me suis rendu compte que maintenant, pour pouvoir avoir accès à mon père, soit il fallait qu'il m'appelle, soit il fallait que je l'appelle. Ça pouvait plus passer par ma mère, puisque je vivais plus avec elle. Et il m'appelait pas souvent. Et moi, j'arrivais pas à l'appeler parce que j'avais trop peur que quelqu'un d'autre décroche, que quelqu'un de sa famille se rende compte de qui j'étais et de faire exploser la cocotte, quoi. Dans ma thérapie, j'ai appris à pouvoir créer un lien direct avec mon père. Ça a pris du temps, c'était long. Et je me souviens de ce jour où je suis allée au resto avec mon père, parce que du coup, quand même, quand je retournais sur Lyon pour voir la famille, je le voyais de temps en temps. Et je me souviens d'une fois où on est allé au resto et je lui ai dit est-ce que tu peux me parler de tes parents, de tes frères et sœurs, de l'histoire familiale, en fait. Et donc là, il m'a raconté le fait que ses parents avaient fui Franco, c'était des réfugiés politiques espagnols, c'est pour ça qu'ils étaient arrivés en France. Et donc voilà, il m'a raconté pas mal de choses. C'était un déjeuner très particulier. Et après, je me souviens que quand je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression que je me voyais coupée en deux et que je me disais, en fait, donc voilà, j'ai ce côté-là qui est ma famille maternelle et en fait, de ce côté-là, j'ai telles origines. J'avais vraiment l'impression de découvrir une partie de mon identité. Alors, ma fille avait 1 an, donc c'était 6 mois avant mes 30 ans. Je m'en rappelle très bien, c'était au mois de juillet, c'était début juillet. Et on s'est rencontrés à Paris. Dans mon souvenir, c'est ma marraine qui avait réservé une table dans un restaurant. Et donc, c'est très bizarre quand vous savez que vous devez repartir de ce rendez-vous en ayant des réponses à vos questions, mais que vous ne savez pas quelles questions poser. Donc, c'était un peu bizarre. J'étais dans un état d'esprit très fébrile. Et puis surtout, j'avais très peur de blesser ma mère, bizarrement. Je me sentais coupable et je me sens toujours coupable. D'en parler aujourd'hui dans un micro, encore des années après la révélation, je me sens toujours coupable. Mais lors de ce déjeuner, donc, j'arrive à table avec ma mère et c'est ça qui m'anime. C'est la culpabilité d'aller remuer des vieilles histoires et que j'en ai pas tout à fait le droit. Et donc je pense qu'on passe 1 heure à parler de la météo, de tout et de rien. Et puis à la fin du déjeuner, je me jette à l'eau et donc je lui explique que tout ce que j'ai vécu depuis l'âge de 8 ans n'est pas normal, que ma psy me dit que ce n'est pas normal, ou en tout cas que c'est le symptôme de quelque chose de plus profond, et que je suis le réceptacle de non-dits, et que peut-être que ma mère, elle, en face de moi, peut-être qu'elle a les réponses. Ma mère me fait comprendre qu'elle ne veut pas parler de ça et qu'il n'y a aucun problème. Et donc elle remet une espèce de mur comme ça entre nous. Et en mémoire, j'ai les mots de ma marraine qui me dit vraiment pose toutes les questions, n'aie pas peur. Et donc j'insiste et je lui dis que moi-même je sens qu'il y a quelque chose qu'on ne me dit pas et qu'il faut qu'elle le dise parce que ça va me libérer moi et ma fille et du coup toute la lignée de femmes peut-être et qu'il y a quelque chose à faire là, qu'on peut le faire ensemble. Et je vois qu'elle comprend pas en fait, elle voit pas de quoi je veux parler ou elle refuse de le voir. En tout cas, je n'ai pas d'écho favorable. Tout à coup, j'ai un peu parcouru tous les secrets possibles, inimaginables, qui peuvent exister dans une famille, mais pas que dans la famille, partout.
Donc j'ai évoqué peut-être un ancêtre mort de mort violente, des suicides, des emprisonnements. J'ai forcément évoqué la piste de l'inceste, des violences sexuelles. Est-ce que des femmes ont été battues? Est-ce qu'il y a eu des... Voilà, j'ai vraiment sorti l'éventail de ce que je connaissais. Et puis ma mère ne réagissait pas du tout. Et donc je me suis retrouvée un peu embêtée parce que face à elle, en fait, j'ai été convaincue qu'elle cachait quelque chose. Je l'ai senti. Et je l'ai observée. Et puis, au début, je pensais que c'était elle qui avait vécu quelque chose. Et en fait, j'ai eu la conviction, vraiment l'intime conviction, physiquement, que c'était moi qui étais concernée. Et donc, je lui ai demandé si ça avait un lien avec mon père. Et puis, elle répondait plus, là. Enfin, c'était complètement bloqué. Et ça reste un mystère pour moi aujourd'hui. J'ai su exactement ce que c'était. J'ai su que j'étais pas la fille de mon père. Et au moment où je lui dis ça, je me dis mais c'est dingue, ça va pas en fait. Il y a rien qui va dans ce que je dis. Et immédiatement, elle m'a dit non, tu n'es pas sa fille. À suivre.